Bonjour à toutes et à tous. Je crois que le nombre de participants est en train de se stabiliser, donc je vous propose d'entamer ce webinaire. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Łukasz Macek, je suis chef du Centre Grande Europe à l'Institut Jacques Delors. J'ai le plaisir d'ouvrir ce webinaire, tout d'abord en remerciant nos intervenants d'avoir accepté notre invitation. Et peut-être juste pour dire quelques mots pour situer un peu cette action. Bien évidemment, sur le fond, il nous a paru essentiel de ne pas laisser passer cette séquence électorale dans les deux pays qui sont engagés dans le processus de rapprochement avec l'Union européenne, d'adhésion à l'Union européenne, la Moldavie et la Géorgie, avec les élections et un référendum qui ont eu lieu ce week-end, enfin le premier tour d'une élection présidentielle et un référendum important qui ont eu lieu le week-end dernier, donc en Moldavie. Et puis la Géorgie qui va voter ce week-end dans une élection cruciale pour déterminer l'orientation de ce pays dans le contexte actuel, évidemment, qui pose des enjeux géopolitiques de premier plan. Donc, il nous a paru essentiel de consacrer un événement à cette séquence électorale. Alors, quand je dis nous, les deux partenaires qui sont associés pour organiser ce webinaire, d'une part, le Centre Grande Europe, donc j'ai le plaisir de représenter. Centre Grande Europe est une composante de l'Institut Jacques Delors, un centre dédié aux questions d'élargissement de l'Union européenne avec un focus très important sur les Balkans occidentaux, mais aussi, bien évidemment, un intérêt fort pour d'autres questions liées à l'élargissement. Et d'ailleurs, même au-delà de l'élargissement, les questions des relations entre l'Union européenne et d'autres États européens, la dynamique de la communauté politique européenne, par exemple, la question des relations avec le Royaume-Uni, etc. Mais aujourd'hui, nous investissons du coup un des terrains qui est important pour le Centre Grande Europe, qui est justement la question de l'adhésion de ce qu'on a pu appeler parfois le trio oriental, à savoir donc la candidature à l'Union européenne de l'Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie précisément. Nous nous sommes associés pour ce webinaire avec le CERI Sciences Po, un partenaire important et fréquent de nos activités, qui s'inscrit dans un partenariat plus général qui lie depuis maintenant plus d'un an l'Institut Jacques Delors et Sciences Po. Voilà pour le contexte institutionnel, si je puis dire, et permettez-moi juste encore une fois de remercier nos trois intervenants et les présenter brièvement. Donc, je vais les présenter dans l'ordre dans lequel ils vont prendre la parole. Nicu Popescu, qui est Policy Fellow au European Council on Foreign Relations, qui est ancien ministre des Affaires étrangères de Moldavie et qui d'ailleurs se connecte de Chisinau où il est actuellement. Donc, merci beaucoup, Nicu Popescu, d'avoir accepté. Je sais que vous êtes très occupé j'apprécie vraiment que vous avez accepté notre invitation pour participer dans ce webinaire. Tornike Gordadze, qui est chercheur associé Bonjour. au Centre Grande Europe à l'Institut Jacques Delors, qui est un spécialiste des pays du Caucase et qui lui aussi a exercé des responsabilités de haut niveau dans son pays. Il a été ministre pour l'intégration euro-atlantique de Géorgie. Et je ne peux pas résister au plaisir de mentionner aussi que de longue date, il est enseignant à Sciences Po au campus de Dijon euh, qui est mon autre casquette à laquelle je tiens évidemment beaucoup. Enfin, Marie Mandras, qui d'ailleurs partage aussi cette caractéristique, elle aussi enseigne sur le campus de Dijon de Sciences Po, chercheuse, politologue aux séries Sciences Po, qui a récemment publié un livre, La guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin, et qui d'ailleurs a effectué récemment, me semble-t-il, une mission en Géorgie, donc elle pourra aussi évoquer sans doute son expérience de terrain qu'elle a accumulée pendant cette visite récente. Voilà, merci beaucoup. Alors malheureusement, je suis vraiment confus et je présente mes excuses à tout le monde. Je serai obligé de m'éclipser pour un moment en espérant pouvoir revenir un peu plus tard dans le webinaire. Du coup, ensuite, la modération, les questions-réponses vont être gérées par mon collègue conseiller spécial du Centre Grande Europe, Sébastien Maillard, que je remercie d'avoir accepté de faire cela. Euh,
et deux, et je vais en rester là, deux petites remarques techniques. D'une part, vous avez dû le voir en vous connectant, mais je tiens à préciser que ce webinaire est enregistré et que nous allons mettre en ligne cet enregistrement sur le site de l'Institut Jacques Delors. Enfin, un dernier point, bien évidemment, après les présentations liminaires, pardon, de nos trois intervenants, il y aura une séance de questions-réponses pour laquelle je vous invite à utiliser le module questions-réponses intégré dans Zoom. Vous avez une icône en bas qui vous permettra de poser des questions et c'est Sébastien Maillard qui va ensuite prendre ces questions et les poser aux intervenants en les regroupant, en les réorganisant le cas échéant. Voilà, merci beaucoup encore une fois à tout le monde et je nous souhaite un excellent webinaire à nous tous. Et Nico Popescu, ou Sébastien, je te laisse la parole pour modérer la suite. Merci beaucoup, Lucas, pour cette entrée en matière et merci encore une fois à nos intervenants de prendre de leur temps en ce moment aussi crucial, le mot n'est pas de trop, pour cette période électorale importante, cette séquence importante en Moldavie et en Géorgie. Pour démarrer dans l'ordre chronologique, si je puis dire, de cette séquence électorale, je vais donner la parole à Nicu Popescu. Merci beaucoup d'être avec nous depuis Chisinau. Je sais que vous prenez un moment euh, précieux sous votre emploi du temps chargé actuellement en cette période électorale si dense et incertaine et décisive. Et donc, je vous donne la parole pour une dizaine de minutes. Ensuite, je la passerai donc oui, à Torniki Gordadze, puis à Marie Mandras pour un regard on va dire, russe aussi sur cette séquence où on sait à quel point la Russie interfère. Et puis, bien sûr, comme l'a dit Lucas, nous comptons sur vos questions dans le chat que j'aurai le plaisir après de poser à nos trois intervenants. Mais sans plus tarder, donc, je donne la parole à Nicu Popescu pour une dizaine de minutes sur le référendum en Moldavie et l'élection présidentielle moldave. À vous. Bonjour, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je suis à 2 kilomètres de Chisinau maintenant dans un village. Alors, si vous attendez des chiens, ce sont les chiens de mes voisins. Il fait beau, heureusement, alors que je fais ça depuis l'extérieur. Écoutez, alors je vais commencer par les résultats des élections du référendum. Le référendum a passé avec une très, très faible majorité. On est à 50,4 4% du vote pour changer la Constitution en introduisant une référence à l'adhésion à l'Union européenne en tant qu'objectif fondamental et constitutionnel maintenant. Alors, le référendum a passé, mais avec une très faible majorité, et je vais m'arrêter à ça dans quelques instants. Et pour la présidence, la présidente Maya Sandu a obtenu 42% des voix au premier tour. Et maintenant, il y aura un deuxième tour avec Alexandre Stoyanoglu, un ancien procureur général qui, voilà, qui a perdu son poste il y a 2 ans dans un contexte où il avait des soupçons qu'il a certains liens avec des oligarques. Euh, alors, le résultat, d'un côté, alors au niveau pour la présidentielle, Maya Sandu a obtenu 140 000 plus de voix qu'au premier tour en 2020. Alors, à l'époque, au premier tour, elle a eu 480 000 voix et dimanche, elle a obtenu 640 000 voix. Alors, elle a eu une augmentation du soutien de la population compte tenu de tout ce qui se passe au niveau économique, sécurité, pas mal de gens déçus. C'est un résultat bon, mais le deuxième tour sera très, très difficile. Alors, la situation reste et sera compliquée. Bien sûr que la Moldavie a été la cible des attaques hybrides russes depuis toujours, depuis même avant son indépendance. Les Russes ont soutenu le séparatisme en Transnistrie. De temps en temps, on a appliqué des embargos commerciaux. Les Russes maintiennent des troupes illégaux dans la région transnistrienne. Et bien sûr, la Moldavie était toujours la cible d'une propagande assez acerbe déjà depuis au moins 1989, même avant l'indépendance, quand le mouvement pour l'indépendance
était présenté à la télé russe d'une manière qui est assez similaire de ce qu'on entend aujourd'hui sur la Moldavie ou sur l'Ukraine ou dans certains moments sur la Géorgie. Alors, d'un côté, la Moldavie a réussi pendant 30 et plus ans de consolider et de garder sa démocratie, de consolider pas mal d'acquis au niveau démocratique, au niveau des libertés des médias, au niveau d'ancrage dans l'espace européen, avec la zone de libre-échange avec l'Union européenne, son parcours européen. Alors, d'un côté, la Moldavie a eu une certaine immunité vers ce type d'attaques russes qui sont là depuis plus de 30 ans. En même temps, avec le temps, bien sûr que ce type d'attaque a érodé à un certain niveau et affecté très directement une forte minorité des Moldaves, soit au niveau de désinformation, soit au niveau de corruption politique. Ce qui s'est passé les derniers 2 ans et demi avec la guerre en Ukraine est bien sûr un contexte qui est devenu encore plus dangereux pour la Moldavie. Bien sûr, on a des défis de sécurité d'un niveau qui est beaucoup plus dangereux qu'avant la guerre en Ukraine, bien sûr. Et les mises, y inclus pour la Russie, ont augmenté énormément. Alors, les derniers ans et demi, on a eu une Russie qui est beaucoup plus active, beaucoup plus investie dans toutes leurs tentatives de déstabiliser la Moldavie. Euh, Bien sûr que cette histoire de désinformation traditionnelle qu'on a d'ailleurs dans pas mal de pays, soit en Amérique, soit en France, soit en Angleterre, soit en Afrique, bien sûr, c'est un facteur qui est présent en Moldavie, mais c'est la partie juste visible de l'iceberg. Et je crois que de nouveau, d'un côté, ça affecte pas mal de la population, mais en même temps, on a développé avec le temps une certaine immunité. Ce qui a changé beaucoup cette année, c'est un investissement russe très structuré dans des réseaux des gens qui sont payés pour leur vote. Et ce n'est pas de l'achat des votes à l'ancienne, c'est plutôt un réseau un peu pyramidal avec des leaders de village qui doivent trouver 10 personnes. Et puis, ces gens, ils remplissent des applications, des formulaires pour recevoir des cartes bancaires russes. Il a alors, ils sont salariés, effectivement, ils reçoivent de l'argent chaque mois pour être disponibles pour les activistes pro-russes, pour des petites manifestations ici et là, mais surtout pour voter de la bonne manière, entre guillemets, le jour du vote. Il y a une investigation qui a été faite par une journaliste qui a infiltré une de ces réseaux et elle a filmé leur conversation, toute la structure depuis pendant plusieurs mois. Cette investigation a été conduite par Ziar Degarde, c'est sur YouTube. Si vous avez un peu de temps, c'est bien de prendre un peu de temps pour voir comment ça fonctionne en réalité. Alors, dans cette investigation, on voit que les gens ont reçu des cartes bancaires de Promsvestbank. Ils sont salariés en rouble. Il y a un leader d'équipe qui, à la fin du mois, décide si les gens ont bien travaillé, alors ils reçoivent leurs 50 euros ou leurs 100 euros. Et s'ils n'ont pas bien travaillé, entre guillemets, ils ne reçoivent pas cette somme d'argent. Alors, les forces de l'ordre moldaves ont organisé une conférence de presse. On a eu plusieurs personnes qui ont été arrêtées, qui participent à la gestion de ce réseau. On a eu des arrestations, mais l'estimation de la police moldave avant les élections était que dans ce réseau, on a à peu près 130 000 personnes, ce qui représente vers 10% des gens qui votent normalement en Moldavie. Alors, c'est un réseau à grande échelle. Alors, et, et ce que les élections ont démontré est que ce réseau fonctionne. C'est très difficile à démanteler à court terme. Compte tenu de l'ampleur de ce réseau, avec le nombre plutôt limité des policiers et des procureurs, et surtout avec la vitesse d'un procès normal en justice, c'est assez difficile d'avoir un impact assez rapide sur un réseau qui a été créé depuis des mois et qui a été mobilisé pour impacter très, très sérieusement les élections.
Pendant les jours d'avant les élections, la cible principale du réseau, c'était le référendum. Dans ce film que j'ai mentionné, il parle ouvertement du fait que la cible principale est l'adhésion à l'Union européenne parce que c'est le socle qui structure toute la politique moldave. Et si on essaie à détruire le socle, ça va mener à des changements de politique intérieure assez évidents à un certain moment. Les estimations, alors on estime que l'investissement financier des oligarques et de la Russie dans ce réseau, c'est à l'ordre de 15 millions d'euros par mois. Alors c'est ça un peu le contexte. Alors si vous faites un petit exercice mathématique pour vous rendre compte combien ça donne par personne et quelle aurait les sommes similaires en France, ça peut vous donner une image de l'ampleur de ce type d'attaque. Je crois que si on divise les 15 millions par 2,7, et après pour comprendre comment ça pourrait être à l'échelle française, je crois qu'à un certain moment, j'ai fait le calcul, mais ça monte à comme si quelqu'un injectait presque 200 millions d'euros par mois dans la politique française pour soutenir un parti ou l'autre. Alors l'ampleur de ça est assez dangereuse et inquiétante. Alors le reste, le deuxième tour sera très très serré. C'est pas trop clair en quelle mesure on peut démanteler la plus grande partie de ce réseau. Alors il y a un risque qui est là et qui reste assez valable. Et bien sûr, tout ce réseau d'achat des voix, pas à l'ancienne, mais avec des modernisés, tombe quand même sur un contexte économique qui a été très, très compliqué les derniers 2 ans et demi. La Moldavie, bien sûr, a été encore plus impactée par les effets indirects économiques de cette guerre. Inflation, perte de pouvoir d'achat, commerce extérieur beaucoup plus compliqué, des investisseurs qui ont peur d'investir ou de réinvestir leurs profits en Moldavie parce qu'ils s'attendent à une détérioration du contexte sécuritaire. Et tout ça, vous voyez les effets de ça en Slovaquie, en France, un peu partout en Europe. Euh, c'est- mais en Moldavie, vous pouvez vous imaginer que l'impact économique de tout ça est plusieurs fois plus fort que dans d'autres pays qui ont eu beaucoup plus de moyens d'alléger l'impact négatif. C'est un peu ça le contexte. Alors, il reste encore 12 jours jusqu'au deuxième tour. Là, il y aura aussi des élections au Parlement l'année prochaine, euh, dans moins d'un an, je crois. Alors, c'est ça le contexte. Alors, quelques mots peut-être sur le côté élargissement. Alors, au niveau politique extérieure, relations avec l'Union européenne, soutien, la Moldavie a su assurer un soutien énorme parmi tous les pays de l'Union européenne. On a plutôt bien avancé au niveau des réformes. Ce qu'on n'a pas réussi à faire, c'est de restarter l'économie les derniers 2 ans, 2 ans et demi. Et ça, bien sûr, a laissé des traces sur les attitudes de la population. Il y a un sentiment assez clair de fatigue. Il y avait d'espérance que les choses vont avancer beaucoup plus vite au niveau euh, de dynamique économique qui devrait être accélérée par des relations excellentes avec l'Union européenne. Et là, je crois qu'on a un peu un problème de vitesse quand on parle de la capacité d'action pas juste de l'Union européenne, mais aussi des institutions qui jouent un rôle clé pour le soutien économique et infrastructurel, soit à l'Ukraine, soit à la Moldavie, soit aux pays des Balkans. J'arrête ici et puis pendant les questions, je crois qu'on peut creuser un peu plus dans certaines directions si ça vous intéresse. Merci. Merci beaucoup, Nico Popescu, pour cette description très claire et très préoccupante de euh, ce réseau pro-russe que vous avez décrit, et notamment aussi son ampleur et son influence sur le vote. On voit que chaque voix compte précisément. Avant de passer la parole à Tornike Gordadze pour voir comment
le scrutin géorgien se présente. Peut-être juste quand même une question sur le scrutin moldave. On sait que la Moldavie comprend aussi des régions, je pense à la Transnistrie, à la Gagaouzie, qui ont voté de manière on va dire très particulière. Je pense notamment, c'est frappant dans le cas de la Gagaouzie, qui a voté, je crois, à 95% contre l'adhésion à la, à l'Union européenne. Est-ce que vous y voyez avant tout le résultat là d'une ingérence russe particulièrement prononcée, ou c'est davantage aussi ça, c'est une autre dimension aussi des problèmes propres à la Moldavie, des rapports de ces régions avec la capitale? Bon, la région Gagaouze a depuis toujours été une région assez compliquée dans ses rapports avec le centre, les attitudes vers l'Europe. D'ailleurs, c'est une des régions qui a reçu le plus d'assistance extérieure. Alors là, Gagaouzie est un leader au niveau d'investissement dans l'infrastructure et le soutien social depuis l'Europe. Et on a un décalage clair entre le soutien qu'on a offert à cette région et les attitudes. Il y a une certaine surprise au niveau de la manière dont les, les citoyens moldaves depuis la Transnistrie qui ont voté. Alors, il y a à peu près 7000 personnes qui ont sorti de la région transnistrienne pour voter dans les élections moldaves. Et là, on a eu 37% pour l'Europe, ce Hmm. qui donne une dynamique assez surprenante, mais très, très claire, nette en faveur de l'Europe par rapport à par rapport aux résultats précédents pendant les précédentes élections. Parce que traditionnellement, les gens qui votaient depuis la région transnistrienne ont plutôt voté pour des partis pro-russes. Et 37%, c'est un niveau plus élevé qu'un bon tiers des départements de la Moldavie. Euh, voilà, alors c'est ça un peu le contexte, mais ce que a marché en Gagaouzie et commence à s'appliquer maintenant dans d'autres régions, c'est de créer des enclaves plutôt très, très bien contrôlées par ce réseau qui déjà contrôle quelques départements et puis il utilise ça pour s'élargir dans d'autres départements et c'est assez dangereux comme tactique de déstabilisation de la politique du pays. Clairement. Merci beaucoup. Nous aurons l'occasion de revenir encore une fois sur ces importants scrutins dans la partie questions-réponses. Je vais maintenant donc me tourner vers Tornike Gordadze. Comme l'a rappelé Lucas, vous êtes chercheur associé chez nous au Centre Grande Europe de l'Institut Jacques Delors, mais ancien ministre de l'intégration euro-atlantique de Géorgie sous la présidence de Saakashvili. Et vous êtes un observateur très attentif de ce scrutin, cette élection législative qui, le week-end prochain, démarre en Géorgie. Nico Popescu a bien décrit l'ingérence russe. On sait qu'elle est aussi frappante dans le cas de la Géorgie. Comment voyez-vous l'enjeu de ce scrutin, sachant que là aussi, chaque voix compte. On l'a vu dans le référendum moldave à quel point le résultat sur le fil du rasoir a montré que chacune des voix a vraiment son poids. Est-ce que vous pensez que ce sera aussi un résultat aussi serré, tendu dans le scrutin qui s'annonce en Géorgie? Peut-être en ouvrant votre micro, Torniquet. Le micro. Vous pouvez Voilà. Non, je pense que le micro m'a été coupé, c'est pas moi qui ai coupé, donc je m'excuse. Merci donc pour ces questions, Sébastien. Je vais faire un petit peu l'analyse du contexte de la situation géorgienne en parallèle avec ce qu'a dit Nikou sur la Moldavie. La Moldavie, la Géorgie et l'Ukraine sont les trois pays de première ligne face donc à la Russie, mais aussi au modèle politique, le poutinisme comme modèle politique, c'est-à-dire cette alternative maintenant qui est présentée à la démocratie libérale. Et ce scrutin est extrêmement important, non seulement pour le pays et pour chaque pays évoqué, mais aussi pour l'Europe. Et j'espère qu'on reviendra aussi là-dessus. Donc les méthodes
décrit les méthodes hybrides d'attaque russes sont également comparables à la Géorgie. La Russie essaye d'obtenir en Moldavie, en Géorgie, ce qu'elle essaye d'obtenir par la guerre et par les armes en Ukraine. C'est exactement le même objectif final. Pour l'Europe, il est intéressant de comprendre, il est important de comprendre que il est plus facile pour l'Europe à ce stade d'empêcher la victoire russe en Moldavie, en Géorgie, parce qu'il n'y a pas de guerre encore, et il faut espérer qu'il n'y aura pas de guerre, qu'en Ukraine. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas pour l'instant l'Europe s'intéresser de façon très importante de ces situations dans les deux pays. À la différence de la Moldavie, les tactiques et les méthodes employées sont employées par le gouvernement géorgien et non pas par les Russes. C'est-à-dire que la Russie sous-traite d'une certaine façon au gouvernement géorgien et au rêve géorgien, qui est le parti au pouvoir, ces pratiques. C'est-à-dire, à la fois, c'est peut-être plus difficile pour la Russie, mais de notre côté, c'est plus efficace en Géorgie parce que les messages et les narratifs russes sont distillés en géorgien par la force politique qui prétend être patriotique, nationaliste, conservatrice et aussi pro-européenne, mais pro-européenne d'une façon différente, pro-européenne à la Orban. Donc il y a un brouillage assez impressionnant du message, conscient de la part du gouvernement géorgien, qui critique du matin au soir l'Europe, l'Occident, en utilisant donc le narratif LGBT conquérant, généralisation du mariage homosexuel, la guerre, comme le modus operandi de l'Europe et des États-Unis. En même temps, ce gouvernement sait que 80% de la population géorgienne est pro-européenne et dit non, ne vous inquiétez pas, on critique cette Europe, l'Europe actuelle, mais dans l'idéal, nous sommes aussi pro-européens et vous verrez, il y aura les forces conservatrices à la Orban, ils l'emporteront partout et nous rejoindrons l'Union européenne. Ils ne disent pas qu'ils ne veulent pas l'Europe, mais ils veulent une certaine Europe. Alors, ce gouvernement géorgien, qui est donc dominé par cette figure emblématique du milliardaire Bidzina Ivanishvili, au pouvoir depuis 2012, a eu une trajectoire. Donc, encore une fois, je rappelle que 80% de la population géorgienne est pro-européenne. Donc, ce gouvernement avançait masqué d'une certaine façon. Pour moi, dès 2012, dès le mois d'octobre 2012, ça ne faisait pas de doute que ce gouvernement et ce personnage politique en particulier avait des liens spécifiques avec la Russie et allait se rapprocher de la Russie. Et pour lui, la trajectoire européenne n'était pas était quelque chose d'instrumental dès le début. Il était un peu comme Yanukovych dans ses premières années de présidence. Voilà, on ne rompt pas avec l'Union européenne, évidemment. On montre à la population qu'on poursuit les négociations sur les visas, sur l'accord de libre-échange, etc. Mais en parallèle, la seule chose que nous voulons, c'est la paix, les relations apaisées avec la Russie et normaliser nos relations avec la Russie. En ça, ils étaient applaudis par l'Union européenne. Il faut rappeler que pendant les premières années, le rêve géorgien recevait des félicitations de l'Union européenne qui disaient mais quel bonheur, ces Géorgiens, ils vont eux-mêmes trouver la façon de s'entendre avec les Russes. Et c'est même l'exemple géorgien a été donné comme l'exemple à imiter à l'Ukraine en 2015, en disant, regardez, les Géorgiens, ils ont aussi perdu des territoires, mais leur gouvernement est constructif avec la Russie, ils ont engagé un dialogue, voilà, ils sont dans la patience stratégique et ils ont engagé un dialogue avec la Russie. Il est intéressant de remarquer aussi que ce gouvernement disait à l'Union européenne qu'il n'avait pas besoin de l'Union européenne comme intermédiaire, qu'ils allaient un à un, face à face, trouver des solutions avec la Russie. Donc tout cela n'inquiétait pas trop l'Union européenne. En 2015,
quand le Premier ministre géorgien de l'époque a dit que la Géorgie se désolidarisait de l'Ukraine. Il l'a dit directement dans une interview à la BBC en disant non, non, nos problèmes sont différents que les problèmes de l'Ukraine avec la Russie et nous sommes dans un dialogue constructif qui portera ses fruits. Donc c'était déjà, pour moi, en 2015, l'Union européenne devait commencer à s'inquiéter, mais en gros, l'Union européenne ne s'est pas inquiétée jusqu'à l'invasion de large échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022, où le gouvernement géorgien a ouvertement commencé à critiquer l'Union européenne, à critiquer Zelensky, à l'accuser d'être à l'origine de cette guerre. Et il y a eu plusieurs déclarations quand même assez claires de la part du gouvernement géorgien disant que c'est les tentatives de l'Ukraine de devenir membre de l'OTAN qui a provoqué cette guerre. Et ça allait crescendo. Donc plus les mois et les semaines passaient, plus les déclarations des responsables géorgiens étaient assez limpides par rapport à la responsabilité des Occidentaux dans cette guerre, par rapport à la neutralité de la Géorgie dans cette guerre et par le refus d'accuser ou de critiquer la Russie d'être responsable du déclenchement de la guerre en Ukraine. Bon, qu'est-ce qui se passe après février 2022 l'Ukraine demande à avoir le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. La Moldavie et la Géorgie suivent parce que le gouvernement géorgien le fait d'ailleurs en faisant vraiment en étant obligé, parce qu'on voyait même le body language du Premier ministre géorgien qui n'était pas ravi de ce dépôt de candidature. Tout de suite, quelques mois plus tard, lorsque en juin 2022, l'Ukraine et la Moldavie ont eu le statut de candidat, la Géorgie a eu seulement la reconnaissance de de ses aspirations, de son avenir européen, exactement, j'oublie quel est le nom, le terme exact, mais la Géorgie a eu la reconnaissance de sa vocation européenne. Ça montrait déjà que la Géorgie était à la traîne et c'était une sorte d'avertissement à ce gouvernement. Mais en 2023, et notamment en décembre 2023, l'Union européenne, après quelques hésitations et après quelques avis divergents venant de différents pays, a quand même donné le statut de candidat à la Géorgie en assortissant ce statut de candidat de 9 conditions que le gouvernement géorgien devait remplir avant d'entamer les négociations d'adhésion. En réponse à cela, le gouvernement géorgien a procédé à un sabotage direct de sa candidature en adoptant la loi sur les agents de l'étranger, donc la copie conforme de la loi russe. Et quelques mois plus tard, donc ça c'était en mai, et quelques mois plus tard, le gouvernement géorgien a adopté une loi de protection pour la protection des familles et contre la propagande LGBT. Également la copie de la loi russe et surtout en contradiction flagrante des demandes venant de Bruxelles et d'autres capitales européennes de ne pas adopter ces lois, car ces lois sont contradictoires du processus de l'intégration. Alors, ce parti, Rêve géorgien, aujourd'hui dispose d'énormément de moyens. Déjà, il est dirigé par un milliardaire dont la fortune est évaluée à entre 6 et 7 milliards de dollars. C'est à peu près un tiers du PIB annuel de la Géorgie. Et en plus de ça, ils utilisent les ressources de l'État, les ressources publiques, pour non seulement financer leur campagne, mais d'acheter les votes, soit directement en distribuant de l'argent, comme disait Nikou, même si la distribution des cartes bancaires n'a pas été encore constatée, mais en créant des emplois fictifs partout, dans les mairies, dans les entreprises publiques, dans les hôpitaux, dans les parcs. Je veux dire juste
un ou deux exemples anecdotiques, mais assez révélateurs. Il y a un parc dans une ville en Géorgie occidentale où l'entrée est libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une entrée gratuite. Et il y a 6 caissiers qui travaillent dans cette banque, dans ce parc. Dans une petite ville aussi en Géorgie occidentale de 5000 habitants, il y a 150 personnes qui s'occupent de la propreté des rues. Donc ça, c'est juste deux exemples, il y a des milliers. Il y a de l'intimidation, surtout dans les petites villes de province, dans les campagnes, en passant par le crime organisé. Le crime organisé travaille avec les structures gouvernementales, notamment avec la police. Et ils touchent de l'argent, ils sont promis l'impunité. Il y a eu une amnistie récente où 1000 prisonniers ont été relâchés avant l'expiration de leur terme et sont tous plus ou moins employés dans ces efforts de campagne politique du gouvernement. Leur objectif, c'est d'intimider les électeurs potentiels de l'opposition, de leur confisquer les cartes d'identité. Alors, dans les entreprises publiques aussi, ou dans les administrations, ceux qui sont soupçonnés de ne pas être pro-gouvernement, leur chef demande de leur remettre leur carte d'identité pour qu'ils ne puissent pas voter le jour du vote, sinon ils risquent de perdre leur travail, etc., etc. Donc, en fait, vous avez l'opposition qui est très largement pro-occidentale, qui est composée d'une multitude de partis, mais il y a eu un grossissement ces derniers mois de ces partis. Il y a une vingtaine en tout, mais qui se sont maintenant stabilisés en 4 partis et coalitions qui se présentent de façon séparée, donc ils n'ont pas une liste commune, ce sont des élections proportionnelles de liste, mais ils se présentent en 4 partis qui ont signé une charte qui dit que en cas de victoire, ils vont créer un gouvernement de coalition. Les signataires de charte refusent l'alliance post-électorale avec le rêve géorgien et promettent aussi, dans l'année qui suit le scrutin, de mettre en œuvre toutes les recommandations de l'Union européenne, donc les 9, pour revenir dans le processus de l'intégration et pour entamer les négociations d'adhésion avec l'Union européenne. Alors, ces partis subissent beaucoup de pression de la part du gouvernement, y compris de la violence directe. Le chef du principal parti de l'opposition, UNM, a été battu physiquement, ensanglanté. Vous avez même vu les images dans les télévisions européennes, c'était au mois de mai. Les bureaux de ces partis sont attaqués par les gens cagoulés, masqués, qui sont jamais identifiés par la police, etc., etc. Donc au niveau financier également, le rêve géorgien couvre les murs et les tableaux publicitaires partout dans toutes les villes. 95% des tableaux publicitaires, des panneaux publicitaires sont les panneaux publicitaires du rêve géorgien où ils sont extrêmement explicites. D'abord, ils montrent les leaders de l'opposition en posture de chien enragé, tenus en laisse par une main invisible qui est donc sous-entendu que c'est le parti global de la guerre, donc c'est le parti global de la guerre qui gouverne le monde, donc ils sont en plein théorie de complot. Et d'autres panneaux publicitaires qu'on voit le plus souvent, c'est un panneau publicitaire divisé en deux. D'un côté, vous voyez les villes ukrainiennes détruites, rasées sous les bombes, et en face, les villes géorgiennes proprettes et paisibles, en disant, si vous choisissez l'opposition, vous aurez la guerre avec la Russie et vous aurez ça, Mariupol, Boucha, etc. Si vous choisissez le rêve géorgien, vous aurez la paix. Donc c'est un message tout à fait comparable, toutes choses étant égales par ailleurs, au message des collabos français face à l'envahisseur nazi en disant, avec nous, vous n'aurez pas la guerre avec la Russie. C'est ce que disait le Vichy. J'ai fait exprès de regarder les affiches de propagande de Vichy où la paix arrive en tête. Évidemment, seconde, c'est la famille. Et vous voyez la même chose dans les discours de propagande du rêve géorgien. Donc, 2 mots sur les sondages. Évidemment, chaque force politique a ses instituts de sondage favoris. Le rêve géorgien publie
des sondages absolument délirants où ils disent qu'ils sont à 60% d'intention de vote. Mais c'est une tactique également de PR, comme on dit, de communication, en disant de toute façon, on a déjà gagné les élections, ça ne sert à rien, les électeurs de l'opposition, ça ne sert à rien que vous alliez vous déplacer, on a gagné, on va même avoir la majorité constitutionnelle. Et cette majorité constitutionnelle, et c'est la promesse officielle du rêve géorgien, nous permettra d'interdire les partis de l'opposition, qui sont les agents de l'étranger, comme les ONG qui déjà au mois de mai ont été qualifiés des agents de l'étranger. On va tous, ces partis, on va tous les interdire. Ensuite, on va interdire par la Constitution la propagande LGBT pour vous défendre, vos familles, pour défendre la pureté de la famille. C'est aussi, ils ont inventé le jour de la journée de la pureté de la famille, et qui correspond exactement, se déroule le même jour que la journée mondiale contre l'homophobie et transphobie. C'est le 17 mai. Donc ils font c'est le même jour. Le gouvernement géorgien a introduit une nouvelle journée, ce qui est férié, où il défile maintenant avec toutes les composantes extrêmement conservatrices de la société. Et donc, troisième promesse, c'est on va changer la constitution pour rendre possible la réunification du pays. Et la Russie va nous aider à réintégrer l'Abkhazie et l'Ossétie. Alors, ils ne le disent pas sous quelle forme, mais on voit directement comment dire, les termes que les Russes utilisaient à Minsk pour obliger l'Ukraine d'accepter la confédération avec la partie orientale de l'Ukraine. Donc ils disent que on sent tout de suite que ça vient de la Russie parce qu'ils disent il faut trouver un moyen de créer un État commun avec l'Abkhazie et l'Ossétie, et nous allons faire ça avec un rôle constructif de la Russie. Ça a toujours été l'objectif de la Russie, rendre peu viables les États tels que l'Ukraine ou la Géorgie ou la Moldavie pour qu'ils puissent jamais arriver à l'intégration européenne et encore moins à l'intégration de l'OTAN. Si l'Ossétie, l'Abkhazie, la Géorgie créent une confédération, ben, toutes les décisions de politique étrangère seront otages des décisions prises à Sukhumi et à Trim Valley. Donc ça, c'est une troisième proposition de ce gouvernement, mais évidemment, ils ne le disent pas, ils disent ils pensent qu'ils vont convaincre les gens que depuis 30 ans, le rêve de tous les Géorgiens, c'est l'unification du pays, et nous sommes la seule force qui sont capables de faire ça. Donc je vais peut-être m'arrêter là, parce que j'ai déjà parlé une dizaine de minutes, et je répondrai aux questions par rapport Ah oui, dernière chose, donc quand même, il y a des instituts de sondage plus indépendants qui montrent que le rêve géorgien est entre 30 et 35%. Et l'opposition a la majorité proche de 50, enfin, près de 50%, les quatre réunis. Donc, on craint très fortement les manipulations, les fraudes et les falsifications le soir de 2026. Merci beaucoup, Tornike Gordadze, de nous avoir décrit toutes les manœuvres en cours pour essayer d'influer le scrutin, les résultats de ces législatives à venir en Géorgie, qu'on regardera de très près, et de nous alerter aussi sur toutes les méthodes employées. Et ce qui permet justement de me tourner vers Marie Mandras. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire où on parle d'élections dans deux ex-républiques soviétiques, et dans ce qui peut-être, ce qui vu de Moscou serait ce qu'on appelle le monde russe, Ruski Mir, c'est tant est que les frontières de cette notion puissent être définies. Comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que plutôt est-ce que vous comprenez toutes ces tentatives de sabotage, pour reprendre le mot de Torniquet, sur ces scrutins sur ces deux pays, à la fois candidats à l'Union européenne, mais que, encore une fois, je rappelle qu'ils sont d'anciennes républiques socialistes soviétiques. Merci de nous avoir rejoints, et je vous donne la parole pour aussi une petite dizaine de minutes et je vous rappelle, vous pouvez poser vos questions dans le chat que l'on prendra pour la deuxième partie de ce webinaire. En enlevant en vous mettant sur
Denis. Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureuse de parler après mes amis Nikou et Torniquet qui ont, je crois, présenté avec beaucoup de précision la situation. Grâce à Torniquet et au formidable think tank georgien Gnome Gnomewise, nous avons été une vingtaine d'experts, de chercheurs, de journalistes européens à donc analyser la situation préélectorale pendant la première semaine d'octobre. Le tableau que vient de vous décrire Torniquet est, je dirais, encore peut-être plus sombre que ce qu'il a présenté, parce que enfin, ce qui m'a beaucoup frappé de tous nos interlocuteurs, nous avons vu absolument toutes les personnes les plus importantes, tous les leaders d'opposition en Géorgie, les ONG, et pas un seul représentant du gouvernement, du Parlement, personne n'a souhaité nous voir, en dépit de nombreuses demandes. Donc, on est véritablement dans un pouvoir qui est en guerre avec ses électeurs. Il sait très bien que voilà, faut leur faire la guerre pour eh bien, rester en place. Et on a l'impression que eh bien, pour le pouvoir en place, ils sont prêts à prendre énormément de risques parce que pour eux, le risque de perdre le pouvoir est encore toujours beaucoup plus grand puisque dans les termes utilisés par les Géorgiens auxquels j'ai parlé, très souvent revenaient les termes suivants. Il n'y a plus d'État en Géorgie. Le pouvoir en place, voilà, il possède. On ne dit pas être locataire hein, du bâtiment du gouvernement, on le possède. Et aussi, ce qui m'a frappé, c'est que quand on parlait de la Russie, et c'était pas un facteur externe, comme en Moldavie, c'est un facteur interne, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont là. C'est déjà, je crois, une différence avec la Moldavie qu'il est important de souligner, puisque en Moldavie, ces dernières années, la politique a été une politique cohérente, à la fois de réforme, d'état de droit et de démocratie et de préparation à rejoindre l'Union européenne. Et ce qui est très semblable entre la Géorgie et la Moldavie, et d'ailleurs comme l'Ukraine avant la guerre, c'est que ces trois pays et sociétés ont dû toujours subir cette incroyable pression, intimidation et menace venant de Russie. Le, le playbook poutinien marche à fond en Géorgie. Moi, je retrouve absolument toutes mes observations depuis voilà, 25 ans dans les élections qui n'en sont plus, évidemment, en Fédération de Russie. C'est vraiment exactement le même playbook. Je voudrais ajouter qu'il y a aussi cette méthode très perverse de faire publier des faux sondages ou des sondages qu'on présente comme indépendants, mais qui en fait sont manipulés pour bien montrer que si le rêve georgien, par exemple, obtient 45-47%, ben, il y a un sondage qu'ils ont sorti il y a quelques jours, ils ne se gênent pas, ils mettent, je crois, 59%. Et ce que je crains, et je crois que ce que nos collègues et les citoyens georgiens craignent, c'est que le pouvoir ne réussisse à créer une sorte de zone grise où, eh bien, Rêve georgien n'imposera pas une majorité qui dépasse 50-55% de vote, mais avec ces suffrages,
qui bien entendu, si c'était 45%, ce serait fraudé, hein. Donc ce serait déjà des résultats à absolument pas reconnaître. Mais ensuite, bah, ça peut facilement leur donner plus de 75% de députés sur les 150 que compte l'Assemblée, en achetant, et ça c'est toujours, semble-t-il, assez facile en Géorgie, en achetant quelques députés très rapidement. Et en créant cette situation, je crains que nos institutions européennes, que l'ODIHR de l'OSCE n'ait pas une réaction immédiate de critique et d'invalidation, en tout cas de non-reconnaissance de ces élections comme free and fair. Donc ça, c'est un premier point et qui nous invite à une extrême vigilance et, comme le disait très bien Torniquet tout à l'heure, à sortir de cette politique qui devient vraiment dangereuse, en tout cas qui est insupportable au jour d'aujourd'hui, qui est d'avoir l'Union européenne ou des pays européens euh, qui restent prudents. Et ça nous a beaucoup frappé aussi pendant notre mission, c'est à quel point les interlocuteurs européens à Tbilissi nous disaient surtout, surtout, ne vous ingérez pas. Ce serait mal vu. Il ne faut pas faire de communiqué parce qu'après, le pouvoir en place pourra dire que l'Europe s'est ingérée, etc. Et ça c'est vraiment très inquiétant. Heureusement, nous sommes tous revenus dans nos pays en disant exactement le contraire et nous avons eu des communiqués importants à la fois de l'Union européenne, de ministres des Affaires étrangères et de l'Europe. Et je crois qu'en ce sens, voilà, notre mission n'était pas inutile. Le playbook poutinien, c'est non seulement de pouvoir transgresser en toute liberté, il assume la transgression, et en Russie, et en Moldavie, et en Géorgie, mais ensuite passer par la force, hein, le fait accompli. Euh, et en créant une sorte de confusion à l'intérieur de nos sociétés, à l'intérieur de nos gouvernements, sur le fait que oui, bon, ils ont triché, mais finalement, peut-être bien qu'ils auraient gagné quand même. Et c'est ce que nous allons suivre de très près pour, bien entendu, le second tour de l'élection présidentielle en Moldavie. Euh, le dernier point que je voudrais soulever rapidement, c'est le, la place de la guerre en Ukraine dans ces situations politiques extrêmement délicates en Moldavie et en Géorgie. Pour avoir suivi les politiques russes en Ukraine, en Moldavie, en Géorgie, en Arménie, je vois bien que dans le cas de l'Ukraine, avoir décidé dans un moment de rage insensée d'envahir toute l'Ukraine en février 2022, eh bien, c'était le constat à Moscou que la politique de subversion, de désinformation, d'ingérence économique, d'intimidation, de propagande aussi anti-occidentale, eh bien, ça avait échoué. Si ça avait réussi, il n'y aurait pas eu cette guerre totalement insensée et que l'armée russe ne peut absolument pas gagner. C'est-à-dire que les Russes, ils ne peuvent pas occuper sur la durée la moitié de l'Ukraine et ensuite l'organiser et gérer ces dizaines de millions d'Ukrainiens. C'est tout simplement totalement impossible. Donc, si on analyse l'intimidation, l'ingérence russe en Moldavie et surtout en Géorgie, comme aussi une revanche sur ce qu'ils n'ont pas réussi en Ukraine. Et ça, j'insiste beaucoup sur ce point. Le, et j'aimerais conclure euh, sur sur l'importance
de la concomitance de tous ces défis pour nous. Nous avons les défis de ces élections, d'autres qui viennent, et notamment celles aux États-Unis. Nous avons le défi majeur de faire enfin un choix stratégique de long terme pour un soutien total de l'Ukraine pour repousser l'agresseur, pour libérer les territoires. C'est dans les semaines qui viennent que cette question d'une implication beaucoup, beaucoup plus grande et probablement directement aussi sur le champ de bataille en Ukraine de l'OTAN et de le plus vite possible ouvrir un plan d'accession de l'Ukraine à l'OTAN. C'est dans les semaines qui viennent qu'il faut le faire et c'est bien entendu pour cela que ceux qui vivent du Kremlin dans ces républiques post-soviétiques, eh bien, savent que elles peuvent saisir ce moment et que la Russie veut également saisir ce moment. Tout est lié. Tout est lié et il nous faut absolument réveiller nos gouvernements et l'Union européenne. J'aurais aimé, si Nikou, tu ne dois pas partir dans les 3 minutes qui On va viennent. bientôt nous quitter, donc on va faire. Ouais, mais j'avais juste une question à poser à Nikou, d'ailleurs tout Allez-y. comme à Torniquet, c'est de nous donner quelques éléments quand même d'analyse sociologique, géographique du vote en Moldavie, qu'on comprenne quand même, parce que tout n'est pas évidemment manipulation. On sait que pendant longtemps, il y a eu quand même un gouvernement qui était plus pro-Kremlin. Je pense que c'est important pour nous de comprendre euh, comment ce vote qui reste en fait pro-Kremlin mais alors que les gens veulent quand même garder tous les avantages de l'Union européenne. Dans le cas des Géorgiens, ils sont tellement attachés à l'absence de visa, hein, donc ils Oui. peuvent voyager comme ils veulent. Voilà, donc si on pouvait, avec Torniquet et Nikou, entrer un tout petit peu Oui, dans cette question. Merci. merci beaucoup, Marie Mantras, d'avoir aussi mis en regard ces deux élections et aussi la guerre en Ukraine, puisqu'effectivement, comme vous l'avez souligné, tout est lié, en tous les cas, vu de Moscou. Avant que Nicu Popescu nous quitte, parce que je crois qu'il doit bientôt malheureusement quitter ce webinaire, effectivement, c'est la question que Marie Mantras soulève sur la sociologie du vote. On a beaucoup parlé, notamment du vote de la diaspora qui a fait monter le oui pour le référendum. J'avais parlé tout à l'heure des provinces de Transnistrie et de Gagaouzie. Il y a aussi le vote entre la capitale et les campagnes, entre les jeunes et les vieux. Comment est-ce que vous voyez comment est-ce qu'on peut faire une typologie du vote selon la population moldave? Et puis peut-être la même question ensuite à Torniquet. Euh, on fait cette analyse un peu plus détaillée, ça va durer. Ce qu'on voit est que bien sûr, ils ont construit sur un socle. euh, bon, je vais commencer par le fait qu'en effet, aucun des candidats à la présidence, presque aucun n'a pas fait une campagne pro-russe. La plupart, alors les gens qui ont fait campagne sur un socle pro-russe ont pris ensemble moins de 7, 8 ou 10%. La plupart d'entre autres étaient sur une plateforme où ils disaient qu'il faut être dans de bonnes relations avec l'Europe et la Russie. C'est un peu, disons, le pro-russisme à la bulgare ou à la slovaque ou à l'hongroise. C'est un peu ce type de pro-russisme. Et si vous regardez avec le vote, on a des surprises positives. Par exemple, la deuxième ville de la Moldavie, Belt, où les partis pro-européens n'ont jamais eu une forte présence. Là, on a enregistré plus de 30% pour l'Union européenne. Alors, Belt, par exemple, est dans une dynamique assez positive et je crois que peut-être ils ont aussi investi moins d'argent parce que on croyait que Belt s'est acquis et en effet, ce n'était pas le cas. Ce qu'on a vu, c'est que l'achat de voix s'est fait plutôt dans des régions où on avait un socle plutôt bon pour l'anti-européanisme et là, on a ajouté mais une bonne partie, en effet, la sociologie, si vous voulez, de l'achat de voix, ce ne sont pas des gens avec des convictions, ce sont plutôt des gens déçus. Il y a plein de gens qui disent que moi, j'ai voté pendant 30 ans, je ne vois pas
je ne vois pas une meilleure perspective, je ne veux pas voter. Mais si on lui propose 50 euros, 100 euros ou 50 euros pour 6 mois chaque mois, alors on a eu aussi une forte croissance qui est expliquée en partie par des gens qui ne votent pas, mais sont venus pour voter. Et c'est plutôt ça qui s'est ajouté au clivage existant en Moldavie avant, voilà, qui était là, mais où la minorité anti-européenne a été toujours, depuis très très longtemps, une minorité substantielle, peut-être 25-30%, mais pas en 50%. C'est un peu ça le paysage, si vous voulez. Mais la nouveauté, c'est le fait que des gens qui ne votaient pas n'ont pas des convictions euh, pour lesquelles la politique ne les intéresse pas, sont venus voter d'une manière qu'on leur a demandé, ils sont payés pour ça. C'est un peu ça le changement assez dangereux qu'on voit. Et je ne crois pas que beaucoup de gens ont voté, ont changé leur option de vote à cause de l'argent. S'ils ont des convictions, euh, c'est un peu ça. Merci Nico Popescu. Je sais que vous devez bientôt nous quitter. Je vais peut-être en profiter pour une toute dernière question, à profiter de votre présence avant de passer la parole à Tornike Gordadze. On a parlé beaucoup de l'attitude de la Russie donc pendant ce scrutin et ses ingérences, ses manœuvres. Il y a aussi donc l'Union européenne de son côté qui a... Comment est-ce que vous appréciez ou pas le rôle qu'elle a pu jouer pendant la campagne? On a vu que Mme van der Leyen est venue en Moldavie. Elle a promis elle a annoncé d'ailleurs un grand plan de croissance de 1,8 milliard d'euros. Il y a eu la tenue du sommet de la CPE, de la Communauté politique européenne à Chisinau. Enfin, est-ce que vous pensez que l'Union européenne a joué son rôle, a joué sa partie pour aussi convaincre les électeurs de la crédibilité d'une adhésion de la Moldavie à l'Union européenne? Ou est-ce que d'après vous, elle a été en deçà de ce qu'il fallait faire? Ou est-ce qu'il fallait au contraire qu'elle reste bien en retrait pour ne pas donner l'impression aussi d'une ingérence dans le vote? Écoutez, on a un problème de croissance économique. Si vous regardez un peu à la dynamique économique en Géorgie ou Arménie qui profitent de l'évasion des sanctions, vous allez voir une très forte croissance, très très forte. Et en Moldavie, vous avez une quasi-stagnation. On a eu une chute pendant l'année 22 de 7-8% du PIB et après on stagne. En même temps, l'Union européenne annonce un avenir, annonce des nouveaux projets, mais pour construire un pont ou une route, ça te prend 3, 4 ans, 5 ans de procédure, cahier de charges, achats publics, etc. Et alors, à un certain côté, on voit une économie en stagnation qui ne bouge pas et on voit des milliards, bon, des centaines de millions d'euros de projets qui sont promis mais que personne ne voit. Alors, il y a aussi un problème où les gens demandent, mais où est l'argent? Sauf que l'argent deviendra des projets et des réalités dans les routes d'ici 3, 4 ou 5 ans. Alors, on a un problème comme j'ai dit, de vitesse, de capacité de montrer que la vie commence à s'améliorer plus ou moins aujourd'hui ou d'ici quelques 6 mois et pas 6 ans. C'est ça un peu le problème du cycle D'accord. et la vitesse de dépense. Et d'ailleurs, c'est le même problème dans l'Union européenne. Si vous regardez à la proportion et à la vitesse de dépense des projets qui viennent sous le fonds de récupération Covid Next Gen, c'est vraiment un désastre. La plupart des pays étant membres de l'Union européenne ont bénéficié de moins de 30% de l'argent de Next Gen et maintenant on proroge la période. Parce que Oui. les procédures sont telles que ça dure des années et des années. Et surtout pour la Moldavie, on n'a pas encore 5 ans d'écriture du cahier des charges pour des milliers de pages. C'est ça un peu le C'est problème. en effet une question qui va au-delà du problème moldave. Peut-être une toute dernière question, Nico, avant que vous nous quittiez. Un des participants à ce webinaire nous pose la question, quel est le rôle ou l'absence de rôle de l'armée russe en Moldavie? On sait qu'elle a des troupes stationnées dans votre pays. Comment est-ce qu'elle s'est comportée pendant ce scrutin? Bon, c'est pas vraiment lié. La présence militaire russe d'un côté est très limitée. Ils n'ont pas pu alimenter, moderniser cette armée depuis 2014. Euh, Presque, sauf les officiers, la quasi-totalité des gens sont plutôt des citoyens de la Russie qui sont depuis la Transnistrie.
et ils n'ont pas de capacité de faire grand-chose si la ligne de front est là où elle est. Alors, ce facteur n'est pas vraiment un facteur présent, si vous voulez, dans la sécurité et les réalités, soit pour l'Ukraine, soit pour la Moldavie, dans ce contexte, sauf si la ligne de front commence à se rapprocher de la Moldavie. Au-delà de ça, ils n'ont pas assez de capacité réelle militaire de changer le contexte. Sauf que, bien sûr, c'est un problème, mais ce n'est pas un problème immédiat. Merci beaucoup, Nico Popescu, pour toutes ces questions et je vous laisse vous éclipser de ce webinaire. Merci encore de nous avoir consacré du temps en ces moments aussi cruciaux pour l'avenir de la Moldavie. Je me tourne donc vers Tornike Gordadze qui nous a dépeint en détail les manœuvres entreprises par le parti Rêve georgien pour remporter les législatives. Marie Mandras, vous posez la question de aussi la sociologie du vote en Géorgie. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait faire aussi là peut-être une typologie des électeurs? Oui, encore une fois, il y a de nombreuses études, certaines sont plus détaillées, d'autres qui prendront du temps à être publiées. Mais par exemple, il y a deux institutions américaines, le NDI, National Democratic Institute, et IRI, International Republican Institute, qui sont des think tanks, des organismes qui dépendent des deux grands partis américains, qui font une étude en profondeur de l'opinion publique dans ce pays. Et les deux ne diffèrent pas trop dans leurs conclusions par rapport à la sociologie du vote. Donc, il y a des grandes tendances. D'abord, le rêve géorgien est extrêmement minoritaire dans les grandes villes et surtout à Tbilissi, où on pense qu'elle va jamais atteindre. On pense que le rêve géorgien atteindra 20-25% à Tbilissi, avec, y compris en utilisant tous leurs moyens qu'ils ont pour acheter les votes, pour intimider, etc. Dans le cas des autres villes également, le rêve géorgien, dans les dernières élections locales, ont montré qu'au premier tour, le rêve géorgien a perdu dans 19 sur 20 villes géorgiennes, les plus grandes villes. Mais après, ils ont mis les bouchées doubles et au second tour, ils ont gagné dans la plupart de ces villes. Mais on voit que le vote urbain est quand même assez opposé au rêve géorgien. Dans les campagnes, il y a des zones où le rêve géorgien règne sans partage. Ce sont des zones peuplées par des minorités ethniques. Par exemple, dans la région de Javakheti, où la minorité arménienne est majoritaire, il y a eu des villages aux dernières élections, je parle de 2020, où plusieurs villages où le rêve géorgien a eu 100%. Et il montre quand même le degré de falsification, le fait que les partis politiques de l'opposition, ils sont peu présents également. Et il y a une clientélisation beaucoup plus forte des minorités qui souvent ne maîtrisent pas la langue nationale, qui ont fait peur en disant si l'opposition gagne, c'est une opposition nationaliste, ils vont vous obliger à prendre le géorgien par la force. Et puis ces minorités surtout arménienne, et regarde aussi la télévision russe, principalement, pour s'informer, et est assez... ils vivent un peu comme dans la continuité de l'Empire soviétique. Et donc, pour eux, tous les partis qui représentent un peu l'Union soviétique sont proches de l'Union soviétique, et le rêve géorgien est un parti aussi qui capitalise sur l'Union soviétique. J'ai oublié, il y a beaucoup de choses à évoquer, mais par exemple, la figure de Staline est réutilisée maintenant par le rêve géorgien en disant, voilà, il y a eu quelques cartes, vous savez, ces cartes qu'on publie sur les réseaux sociaux. Le dernier géorgien qui est entré en Europe avec honneur, c'était Staline. Ils disent qu'ils veulent entrer en Europe avec honneur. Donc, ça vise évidemment à la fois une population âgée, donc pour qui Staline représente encore quelque chose, mais aussi totalement nostalgique de la période soviétique. Mais ils ont voilà, et on passe maintenant à la structure en termes d'âge. Ces instituts, donc NDI et IRI, montrent que le rêve géorgien est le plus faible, évidemment, dans la catégorie 18-25, et plus fort dans la catégorie plus de 65 ans.
plus vote masculin que féminin. Parce que ils insistent beaucoup sur les valeurs traditionnelles, la famille, le rôle de l'homme dans la famille sera dissous, mariage homosexuel. Très fortement insisté que ça c'est même plus. Hier soir, le milliardaire Bidzina Ivanishvili a donné une interview qui a montré à la fois son des espoirs. La première personne donc du pays, le véritable, la personne qui gouverne le pays, racontait que le risque pour le vote en faveur de l'opposition, c'était que, comme en Europe, on puisse distribuer le lait masculin et que dans les toilettes masculines, on trouve les sachets hygiéniques. Donc, vous vous rendez compte du niveau de l'homme qui est censé diriger le pays, les arguments. D'ailleurs, il a dit, si vous ne nous aimez pas, le rêve géorgien, au moins votez pour ça, pour que ça n'arrive pas en Géorgie. C'était Si, difficile. tourniquet pour rappeler effectivement à la fois le niveau de la campagne, mais aussi un peu de faire cette topologie du pays pour voir où le rêve géorgien est le plus populaire. Et rappelons effectivement que Staline, que vous évoquez, était d'origine géorgienne. Mais peut-être ce qu'il faut souligner aussi, il y a plusieurs questions là-dessus pour vous, et après j'en aurai une aussi pour Marie Mandras. On a beaucoup parlé aussi dans les médias en Europe de la présidente de la Géorgie, Salomé Zourabichvili. On l'a vu voyager, on a vu le problème qu'elle avait avec le parti au pouvoir pour quand vous pouvez refuser ou pas de signer des lois. Quel est en fait son rôle dans cette campagne? Quel peut être son rôle aussi dans la période qui suivra? Quel est son rôle constitutionnel dans la conduite de ce scrutin? Je pense que je laisse Marie répondre à cette question et je rajouterai éventuellement des choses si on n'entend pas. En enlevant vos micros, s'il vous plaît. Il me semble que la question est plutôt pour toi, Torniquet. D'accord, non, mais je sais Ah parce que oui, comme j'ai oui, déjà oui. répondu à une question. J'en aurai une après pour Marie. Oui, Ok, d'accord, je veux bien répondre. Alors, oui. Salomé Zourabichvili a eu une trajectoire assez intéressante parce qu'elle a été élue grâce au rêve géorgien et personnellement grâce à Bidzina Ivanishvili en 2018, dans les élections d'ailleurs extrêmement contestables, où elle a perdu le premier tour et le second tour a été organisé un mois plus tard avec des promesses absolument hallucinantes du rêve géorgien d'effacer les crédits bancaires de 600 000 personnes notamment, avec l'implication de toutes les forces possibles et imaginables dans le scrutin. Mais Salomé Zourabichvili est une personnalité politique pro-européenne et donc progressivement, lentement, elle s'est rendue compte de où le rêve géorgien menait le pays et on assiste à une rupture qui s'annonce, en gros, qui correspond au début de la guerre en Ukraine. À partir de 2022, Salomé Zourabichvili reste fidèle aux positions pro-européennes et est de plus en plus critiquée par le parti au pouvoir, le rêve géorgien. Alors, elle joue un rôle, bon, constitutionnellement, ses pouvoirs sont extrêmement limités. Et d'ailleurs, le rêve géorgien a tout fait pour progressivement vider l'institution du président de la République de tout sens, de tout pouvoir. Mais actuellement, elle se positionne comme une force qui veut unir l'opposition. C'est elle qui a proposé cette charte qui a été signée par les 4 partis politiques sur donc une alliance post-électorale. Elle elle essaye de mettre ensemble les partis d'opposition pour proposer une candidature au poste de Premier ministre qui serait commun. Elle voudrait que ça soit une personnalité non politique, qu'il soit membre d'aucun parti politique et qui arrive un peu de l'extérieur. Pour l'instant, elle n'a pas réussi à mettre tout le monde tout le monde d'accord sur cette personne. Mais voilà, elle joue ce rôle aujourd'hui à la fois de facilitateur pour les partis d'opposition, mais aussi de pont avec l'Europe et le monde occidental, parce que c'est la seule
figure officielle qui garde le dialogue avec les institutions européennes et avec les Américains notamment. Parce que le rêve géorgien a coupé les ponts. Et c'est ça qui est d'ailleurs, Marie disait, c'est extrêmement inquiétant parce que si les autres années, en 2020, il y a eu de la fraude, en 2018, il y a eu de la fraude, en 2016 aussi, mais cette fraude était le rêve géorgien faisait tout pour que cette fraude ne soit pas trop visible. Et il savait très bien que si Odir faisait une déclaration du type, un rapport du type les élections étaient globalement libres et concurrentielles avec quelques irrégularités, ça passait. Et ça a toujours passé. Les institutions européennes ont toujours reconnu les résultats des élections géorgiennes qui étaient loin d'être parfaites. Cette année, le rêve géorgien a tellement coupé les ponts avec l'Europe et les États-Unis, en les accusant de tous les maux, que les réactions européennes leur importent moins. Je ne dis pas que ça ne les importe pas du tout. Ils voudraient quand même que ces élections soient reconnues par la communauté internationale, mais ils s'embarrassent beaucoup moins qu'avant de l'opinion internationale. Merci pour ces indications. Deux questions en fait pour Marie Mandras qui nous viennent du chat, euh, même si la deuxième peut-être pourra aussi être s'adresser aussi à Torniquet. Un participant nous demande, on parle beaucoup de l'ingérence russe, est-ce que aussi la Chine s'intéresse à ces élections en Moldavie et en Géorgie? Est-ce qu'elle est indirectement impliquée aussi dans ces manœuvres ou est-ce qu'elle est pas du tout dans le paysage. Et puis, deuxième question plus large, et sur laquelle aussi peut-être Torniquet voudra venir. On a parlé de la Russie dans son rôle pendant la campagne et aussi pour essayer d'influer le résultat. Qu'est-ce que la Russie va entreprendre après cette séquence électorale? Vous avez dit, Marie, que la Russie est prête à tout pour garder ces pays dans son giron. Donc, selon le résultat, qu'est-ce qu'elle peut entreprendre pour empêcher que ces deux pays s'arriment davantage à l'Union européenne? Euh, la réponse est que la Moldavie et la Géorgie sont deux cas extrêmement différents par rapport évidemment à la question que vous posez, parce que j'en reviens à l'Ukraine, qui pour moi est le cœur de tout, c'est vraiment le cœur de tout. Aujourd'hui, Ivanishvili et son clan, je répète le terme hein, qui est utilisé à Tbilissi, Ivanishvili et son clan et son gouvernement, dès le lendemain de l'invasion de l'Ukraine en février 2022, étaient pour Moscou et ont abondé dans ce récit totalement mensonger et dément qui était que en fait c'était les États-Unis qui attaquaient, que tout ça c'était l'Occident évidemment, en Moldavie, c'était exactement l'inverse. Et la société moldave et les autorités en Moldavie et la présidente de l'État étaient à 100% contre cette guerre d'agression. Donc, déjà, je crois que, ben, en réalité, tu me diras, Torniquet, si je me trompe, mais j'ai l'impression que, à part le pouvoir géorgien actuel et Loukachenko, qui est-ce qui a applaudi à, à, à ce qu'ils appelaient évidemment, comme Poutine, l'opération militaire spéciale? Je pense que c'est. Enfin, en tout cas, il faut souligner cette particularité de la position officielle géorgienne. Et- et là, je trouve aussi qu'on n'a pas été assez vigilant du côté Union européenne autant. Ça aurait dû tout de suite nous alerter, cette position du pouvoir pro-Moscou dans cette guerre. Sur le, je n'ai vraiment pas la moindre idée d'une stratégie chinoise autour de l'ingérence dans la politique intérieure de
la Moldavie et de la Géorgie. Je crois que la Torniquet aura certainement quelques éléments. Mais ce que je peux peut-être ajouter, c'est que Pékin, en février 2022 et dans les mois qui ont suivi, n'était absolument pas un soutien fervent de cette guerre d'agression. Les positions ont évolué ensuite, mais il ne faut pas penser que dès le début, le Parti communiste chinois aurait fait des déclarations en faveur de l'agression. Merci pour ces rappels. Tourniquet Oui. sur ce point et Alors, je aussi reviens sur à globalement la fois ce que va à la faire question. la Russie après les scrutins. Allez-y. Oui, Ah oui, j'ai pas reviens. répondu à cette question. On pourrait y revenir, oui. Qu'est-ce qu'elle peut Alors, faire? moi, je répondrai à la fois sur la question sur la Chine, mais aussi à ce que Marie a dit par rapport au positionnement par rapport à l'Ukraine, parce que c'est très important. D'abord, la Chine, oui, je connais beaucoup moins le rôle de la Chine en Moldavie, mais ce qui concerne la Géorgie, ce gouvernement géorgien tente également un rapprochement avec la Chine et essaye d'expliquer que si le gouvernement géorgien est fâché avec l'Europe et les États-Unis, elle n'est pas seulement, elle se rapproche pas seulement de la Russie, mais aussi d'autres pays et notamment la Chine. Et le Premier ministre géorgien a été reçu par Xi Jinping il y a quelques mois, peut-être un an, et la Géorgie a eu le visa free aussi avec la Chine. Et donc maintenant, ils se vantent en disant nous avons si auparavant on avait visa free avec l'Union européenne, on a maintenant visa free avec la Chine. Et d'ailleurs, les États-Unis nous ont jamais donné le visa free. Si les États-Unis étaient nos amis, ils nous donneraient ça. Ce à quoi les États-Unis ont d'ailleurs répondu en disant que le Congrès avait préparé un acte, que Megobari Act, donc Megobari se traduit en friend en anglais, c'est le mot géorgien qu'ils ont utilisé. Ils disent que si la Géorgie revient à la démocratie, les États-Unis commencera les négociations sur la levée des visas et sur les relations sur le commerce libre-échange. Le gouvernement géorgien a donné aussi, a vendu à la Chine le grand projet portuaire sur la mer Noire en eau profonde, qui auparavant était un projet américain. Le gouvernement géorgien a bloqué le consortium dominé par les compagnies américaines, avec une déclaration d'Ivanishvili en disant « Je ne comprends pas ce que les Américains ont à faire dans la mer Noire ». Et le projet a été remis en mars l'année dernière et c'est une compagnie chinoise qui a obtenu. Donc il y a des relations avec la Chine. La Chine s'intéresse de plus en plus. Pour eux, la Géorgie fait partie de ce middle corridor, donc l'Asie centrale, la mer Caspienne, Azerbaïdjan, Géorgie, éventuellement les ports de la mer Noire ou la Turquie ensuite. Donc les Chinois sont présents de plus en plus, mais ils n'interviennent pas dans le processus électoral. On ne voit pas la propagande chinoise. C'est le gouvernement géorgien qui essaye de montrer, voilà, nous, on est aussi amis avec la Chine. Et l'argent, s'il n'y a pas d'argent européen, regardez, il peut y avoir de l'argent chinois. Alors, par rapport à l'Ukraine, oui, le gouvernement géorgien, enfin, euh, euh, je, Dieu sait que je ne leur trouve pas des excuses, mais ils n'ont pas vraiment applaudi l'intervention russe en disant regardez, pauvre Ukraine, ce qui leur arrive. C'est parce qu'ils ont suivi les Occidentaux aveuglement, et c'était les Occidentaux pour affaiblir la Russie qui étaient responsables de la guerre. Et nous sommes beaucoup plus intelligents et beaucoup plus prudents et beaucoup plus patriotiques finalement, parce que nous allons, alors que les États-Unis et l'Europe, le Global War Party, sont en train de nous pousser à ouvrir le second front avec la Russie, et nous essayons de nous défendre. C'est pour ça que les Américains et les Européens nous critiquent. Et donc l'Ukraine est montrée comme un exemple négatif à chaque fois. Euh, mais il aurait quand même du mal à applaudir les actions russes en Ukraine parce que la société géorgienne, elle est très, très, très pro-ukrainienne. Il y a 3000 Géorgiens
volontaires qui combattent dans les forces armées ukrainiennes. Donc, c'est le contingent étranger le plus important, et de loin. Et parmi eux, c'est souvent des militaires, des anciens militaires géorgiens qui ont été exfiltrés, qui ont été purgés des forces armées géorgiennes parce que ils sont tous entraînés par les Américains ou par les différentes puissances occidentales. Et donc, c'était des gens qui étaient mal vus. Aussi, certains avaient des affiliations ou des préférences politiques. Et il y a beaucoup de militaires qui ont été remerciés des forces armées géorgiennes. Certains ne pouvaient même plus rester en Géorgie parce qu'ils subissaient des pressions. Et beaucoup d'entre eux se sont retrouvés après en Ukraine où il y a cette fameuse légion géorgienne. Et en plus de la légion géorgienne, il y a à peu près 1500 Géorgiens qui sont repartis dans différentes unités, y compris des unités régulières de l'armée ukrainienne. D'accord. Donc, Merci beaucoup. Je vois qu'on approche de midi. Donc, pour terminer ce webinaire, je voudrais justement vous poser à tous les deux la question sur l'après-scrutin. Qu'est-ce que, selon les résultats, qu'est-ce que la Russie, selon vous, peut entreprendre, puisque là, il n'y a plus de campagne ou de voix à acheter ou autres méthodes à entreprendre, mais qu'est-ce que peut entreprendre, selon vous, Moscou face à la fois au deuxième tour de la présidentielle moldave et aux législatives géorgiennes, si elles tournaient mal, je dirais, entre guillemets, vu de Moscou. Marie, peut-être pour commencer, puis Tourniquet pour le mot de Oui, la oui. fin. Euh, je- il semble que dans les deux cas, et aussi dans d'autres cas, les organes russes de renseignement, de désinformation, les discours publics au plus haut niveau, c'est déjà quelque part un constat d'échec. C'est-à-dire que, évidemment, tout ce qu'ils essayent pour garder leur présence dans ces pays, pour semer la pagaille dans ces pays, pour jouer le grand spoiler, ils sont obligés de ne faire que de l'anti et du négatif. Et ça, vraiment, au début de la guerre, au printemps 2022, les propos officiels georgiens, justement, étaient anti, c'est-à-dire c'était anti-européen, c'était anti-occidental, sans se vouloir effectivement tout à fait pro-Kremlin. Mais ce qu'ils essayent de faire en Moldavie, c'est vraiment un combat d'arrière-garde. Parce que, de fait, cela fait des années que la dictature poutinienne et tout leur réseau d'ingérence, leurs hommes du FSB, leurs forces spéciales, tout ce système Poutine a perdu les sociétés, dans leur très grande majorité, a perdu les sociétés en Ukraine, en Géorgie, en Moldavie et même maintenant en Arménie, puisque la Russie n'a pas soutenu les Arméniens. Donc, on est dans un combat un peu de dernier souffle, on a l'impression, où en fait Moscou perd sa sphère d'influence depuis déjà des années et des années. Parce que faire la guerre à un pays, essayer de le contrôler en le bombardant, en le détruisant, c'est le contraire de l'influence. Et donc, ils sont en train de perdre ce qu'on appelle vraiment l'influence, c'est-à-dire quand il y a encore une attractivité de la Russie, qu'elle soit économique, qu'elle soit culturelle, ou même un besoin un besoin de sécurité. Si les scrutins en Géorgie et en Moldavie euh, arrivent à dépasser le stade de la fraude et de la violence politique. Et je pense vraiment que pour Moscou, c'est un très grave revers. Euh, Peut-être pas tant dans la guerre en Ukraine, mais c'est un revers à l'intérieur de la Fédération de Russie pour la dictature. C'est-à-dire que là, leur récit ne tient plus. Alors finalement, pourquoi être toujours en conflit avec ces pays alors que à l'intérieur de la Russie, la majorité des gens, tout ce qu'ils veulent, c'est vivre en paix et en sécurité.
Donc, Euh, d'arrière-garde et combien de dernier souffle. En quelques mots oui, oui, le reste je tourniquet, suis d'accord sachant avec qu'il y a Marie aussi un pour scrutin dire que... américain qui arrive après. Pardon? Sachant qu'il y a aussi un scrutin américain qui arrive encore derrière. Oui, tout à fait. Alors, je suis d'accord avec Marie pour dire que la réputation ou la popularité de la Russie est extrêmement basse dans ce pays, en Géorgie. D'ailleurs, le rêve géorgien, comme les partis pro-russes en Moldavie, critiquent plutôt l'Occident que glorifient la... Ils disent pas que la Russie est un modèle à imiter. Ils procèdent surtout à la critique de l'Occident décadent, etc. Et quand ils parlent de la Russie, ils disent que c'est du pragmatisme. En fait, il faut s'entendre avec la Russie, sinon, voilà, il peut arriver beaucoup de choses négatives. Donc, jamais personne, y compris Ivanishvili, ne dit pas qu'il faut imiter la Russie, qu'en Russie, la vie est beaucoup plus intéressante qu'en Europe, etc. Donc, ça montre que l'influence russe a diminué. La Russie a offert des bourses aux étudiants géorgiens, des centaines de bourses, et il y a eu, je ne sais pas, une trentaine de personnes qui ont accepté d'y aller. Ils ne trouvent pas d'adhérents au modèle russe, au poutinisme. Par contre, ce que les Russes peuvent faire, et ce qu'on craint, c'est que si le rêve géorgien, par exemple, dans le scénario où il publie les résultats qui sont contestés par l'opposition, s'il procède à l'emploi de la répression par leurs propres moyens, et si ça ne suffit pas, est-ce que les Russes seraient capables d'intervenir en Géorgie de façon militaire ou en Moldavie? En Moldavie, je pense qu'ils auraient plus du mal parce que les forces russes stationnées en Transnistrie sont dans une situation un peu très confinée. On voit qu'ils n'ont pas renouvelé leurs forces depuis des années. Ils auraient du mal à passer à l'offensive. En Géorgie, la Géorgie a une frontière avec la Russie et surtout, il y a des Russes stationnés en Ossétie, en Abkhazie, même si leur nombre a pas mal diminué depuis le début de la guerre en Ukraine parce qu'une partie de ces troupes ont été envoyées au front en Ukraine. La Russie, je pense que n'interviendra pas. Il y aura pas une grande invasion un peu à l'ukrainienne, mais ils essaieront certainement de procéder à des déstabilisations hybrides, les attentats, ils peuvent avancer de quelques centaines de mètres de leur base située dans les territoires occupés, en Ossétie et en Abkhazie. On a visité avec Marie leur poste avancé qui se trouve à même pas 1 heure de Tbilissi, par exemple. S'ils avancent de quelques kilomètres, ça sera déjà une panique en Géorgie. Donc, ils peuvent procéder à ce genre de déstabilisation. Il peut y avoir des attentats contre les centrales électriques, des choses comme ça. Et il faut qu'on soit prêt pour ça. Et il faut qu'aussi que les Européens soient extrêmement fermes vis-à-vis de la Russie en leur disant que tout ce qu'ils entreprendront en Géorgie, en Moldavie, ça va se répercuter contre eux. Et notamment tous les trous dans les sanctions qu'on sait ils utilisent la Géorgie ou beaucoup d'autres pays de l'ex-Union soviétique pour pour contourner les sanctions. Ces trous vont être complètement fermés qu'il y aura des actions contre la Russie supplémentaires au niveau des sanctions. En effet, on peut s'attendre donc à d'autres opérations de ce type de provocation à la suite de ces deux scrutins vraiment décisifs pour la région que nous allons suivre de près au Centre Grande Europe et certainement aussi aux séries. Merci à vous, Marie Mandras, Tornike Gordadze, et merci de nous a quitté Nico Popescu, de nous avoir éclairé sur les enjeux de ces élections en Moldavie et en Géorgie. Merci à ceux qui ont suivi cette heure et demie d'échange. Et nous vous donnons rendez-vous sur le site de l'Institut Jacques Delors aussi pour les publications que nous ne manquons pas de faire prochainement pour analyser ensuite les résultats à venir de ces scrutins. Encore une fois, merci à vous et je vous dis à bientôt.